souhaite arrêter ce massacre. From Montreal, Québec, Canada. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Je m'appelle Samuel Descaries-Drolet, je suis entraîneur de boxe, je suis surtout un passionné du noble art et un éternel étudiant de cette discipline, celui qui anime ce podcast-là avec moi. Il voulait que je le dise la dernière fois, je vais le répéter aujourd'hui, Yes. C'est celui qui m'a initié au noble art, c'est celui qui m'a tout appris. Et voilà. Il s'appelle Antonin Descaries, c'est le directeur général de Eye of the Tiger Management, c'est un ancien boxeur amateur émérite, un boxeur professionnel qui a presque tout accompli. Alors, aujourd'hui, il anime ça avec moi. Et la semaine passée, on avait un concept un petit peu différent ou qui était un petit peu plus axé sur la boxe, si je peux dire. Anton, cette semaine, on a décidé de répéter le concept. On a eu un bon feedback. Les gens ont aimé ça de cette manière-là. On a plein de sujets intéressants à toucher. Donc, je te laisse commencer ça. Effectivement, je te laisse parce partir que le bal. On va y aller un petit peu dans l'actualité, puis Ouais, ensuite, bonne on idée, va aller bonne dans idée. des sujets qui sont plus Cool. intemporels. Donc, en fin de semaine passée, il y a une carte qui m'intéressait particulièrement. C'est une carte qui était présentée par MVP. Je devais être là-bas pour Tamara Thibault. C'est vrai? Malheureusement, son adversaire n'a pas pu se présenter pour Qu'est-ce des qui est raisons de arrivé? visa. OK, visa. C'est une fille qui venait du Brésil. Se rendre aux États-Unis, ça demande des visas. Des fois, c'est compliqué. Donc, Ce que je vais en profiter, là. C'est pas juste ici au Québec, c'est pas juste avec Eye of the Tiger que ça arrive, c'est des choses qui sont... Effectivement. c'est la réalité en ce moment, c'est pas facile de voyager. Donc, un peu partout, c'est des incidents qui arrivent. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans la ton job cas. de matchmaker, c'est vraiment difficile. C'est pas évident. J'avais aucun cheveu blanc avant de faire ça. Puis là, depuis que j'ai fait ça, j'ai eu l'apparition de cheveux blancs. Mais ça, on y reviendra un autre jour. C'est un autre sujet. On essaiera même d'avoir un jour avec nous un matchmaker pour nous parler vraiment de ce métier-là. Un métier qui est très difficile à comprendre tant que tu ne l'as pas vécu de l'intérieur. Ouais, c'est une bonne idée, on pourrait avoir Jordan. Exactement, exactement. Très bonne Mais la carte qui m'intéressait, moi, c'était, je voulais voir Alicia Baumgartner puisque c'est celle qui avait battu Léla Baudouin. Et comme j'étais dans le coin de Léla Baudouin, la suite des choses m'intéressait pour elle, mais aussi pour voir qu'est-ce qui se passe avec Baumgartner. Elle a battu Léla, t'as raison, mais c'est aussi probablement la top pound for pound en ce moment dans le monde de la boxe féminine. Ben, Clarissa Shield, Clarissa Cathy Shield. Taylor, c'est difficile. T'as raison, c'est pas évident, mais mais moi, elle, est dans, je trouve- elle est dans les tops, effectivement. Le fait qu'elle vient de battre Léla dans des rounds de 3 minutes, moi, ça me donne un petit chose, ça lui donne un petit edge. Je pense qu'elle est vraiment complète. Elle a une force de frappe vraiment particulière aussi que les autres n'ont peut-être pas. Exact. Donc, pour moi, en ce moment, c'est de Mais- GOAT, peut-être pas de GOAT, mais Ouais. c'est actuellement. C'est difficile de faire plus que ce que Clarissa Shield a fait. C'est sûr qu'en termes de bassin, Ouais, d'adversaire, mais et ça tout change tout. Clarissa Shields, ça va être très difficile, selon moi, de la classer comme la plus grande de tous les temps. Et la meilleure, mais de 16 filles. Oui, mais quand elle est allée aux Olympiques, elle a 2 médailles T'as d'or aux raison, t'as raison, Olympiques. t'as raison. Après ça, elle est Ouais, arrivée. mais sa carrière chez les Dès- professionnels, c'est quand même, il faut mais dès faire son une 5 ou distinction. 6e combat, elle était déjà en championnat du Oui, monde. mais contre des. Invaincue, elle a fait genre 4-5 catégories de poids. Ouais. Tout comme Amanda Serrano qui a été championne dans 7 catégories de poids, si je ne me trompe pas. tu Et sais. dans des catégories de poids beaucoup plus chargées. Là. Ouais. Et les poids Mais- légers en boxe féminine, il y a on tellement de reviendra à ce que tu talent. m'as déjà dit. Si Clarissa Shield, elle pesait 135 livres, penses-tu qu'elle serait aussi dominante? Je pense pas. Ah non. Non, je pense que parce que justement, elle a des skills, don't get me wrong, elle est très, très, très bonne, mais parce que les filles sont un peu plus faibles dans ces catégories de poids-là, elle a l'air encore plus dominante. Moi, je pense que c'est la même fille qui descend à 130 avec ça pourrait pas descendre de poids, mais un modèle réduit de Clarissa Shield qui boxe exactement comme elle boxe présentement, elle serait pas aussi dominante. Elle serait bonne, don't get me wrong, elle est très, très, très bonne. Elle serait sûrement championne du monde, même peut-être qu'elle aurait été championne du monde unifiée à un certain point, mais elle aurait pas la même domination qu'elle a présentement parce que malheureusement, pas malheureusement, c'est pas de sa faute, mais souvent les filles qui arrivent contre elle sont hey, la dernière fille contre qui elle a boxé, elle l'avait déjà battue. À son premier combat. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand tu commences à rebattre des filles que tu as déjà battues. Je pense que Clarissa Shield ne sait plus comment perdre. Puis je pense que c'est une fille que, peu importe le défi que tu vas mettre devant elle,
elle va élever la barre pour atteindre ce défi-là. Ça, Donc, t'as sûrement raison. écoute, on pourrait en discuter longtemps parce que c'est des changements de catégorie de poids, c'est hypothétique. Mais tout ça pour dire que Baumgartner est facilement dans le top 5 des filles pound for pound. C'est une boxeuse qui est exceptionnelle. Elle a des belles qualités athlétiques. Elle sait être spectaculaire aussi. Elle cogne avec autorité. Je pense que les rondes de 3 minutes l'avantage parce que ça lui permet d'aérer sa boxe, de setter des traps, comme on dit, de tendre des pièges. Puis avec la force de frappe qu'elle a, ça la fait dominer. Mais il y a bien des mononcles qui vont être d'accord avec moi. Il y avait un combat plus intéressant que ça, en fait. Toi, tu veux parler du combat? Ebony contre Ebony. Oui. Pour ceux qui je suis pas sérieux, là, c'est juste qu'il y a eu un combat de filles qui a suscité énormément d'intérêt parce que les deux filles sont arrivées à la pesée en tenue. Ouais, sont assez. C'était assez. Dénudé. Ben, c'est une pesée. Rendu là, les gars aussi sont très dénudés. Là. T'as jamais vu un gars arriver tout à... Alors, disons qu'elle s'était mis pour l'occasion en tenue sexy. Ouais. Une tenue plutôt subjective qui n'a pas fait l'unanimité. Il y en a qui ont chialé là-dessus. Il y a des féministes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Il y en a d'autres qui disent ben ça permet de mieux vendre un combat. Tout comme... Comment? Non, honnêtement, là, il faut arrêter. Là. Genre... Je suis pas. Je suis pas pour, je suis pas contre, mais à the end of the day, là, c'est des femmes intelligentes, c'est des femmes professionnelles, c'est des femmes en 100% en contrôle de leur destin qui ont décidé de s'habiller comme ça pour provoquer, pour susciter de l'intérêt, comme on a vu tellement d'histoires de gars arriver à la pesée, puis des gars fumer, boire, Ricardo se Mayorga. battre. Il y a tellement d'histoires comme ça. Si les gars ils cherchaient un moyen quelconque de susciter de l'intérêt, de faire parler du combat, les filles ont fait ça. Clairement, ça a fonctionné. Fait que, je pense pas que. Il me semble que si tu dis qu'il y a des féministes qui se sont objectés à ça, au contraire, c'est des filles qui ne se sont pas fait forcer. C'est leur décision. Moi, je pense que. Je me répète, je suis pas pour, je suis pas contre, mais je pense qu'il faut laisser. Je pense que où certains ne seront pas d'accord, c'est que comme c'est un sport, ils aimeraient que les athlètes soient retenus à la valeur de ce qu'elles vont démontrer dans le ring plutôt que... On répète continuellement que la boxe, c'est un sport spectacle. 100%. Les gars font 1 million d'affaires comme ça pour susciter de l'intérêt. Pour justement, on n'arrête pas de dire que tu peux pas juste... On en a parlé la semaine passée. Est-ce que c'est la victoire à tout prix? Puis on disait que c'est... Oui, il faut gagner, mais il faut aussi être impressionnant. Il faut donner un show. Il faut que ça soit intéressant. Il faut que les gens aient envie de te voir. Ben, ils ont fait exactement ça. On en parle, parlez-en bien, parlez-en mal, mais je suis pas d'accord avec le fait que faut pas capoter. Là. Les filles, je me répète, c'est leur décision. C'est des businesswomen qui ont monnayé leur apparition. Puis C'était un combat de retour sur le chemin de la victoire pour Ebony Bridges, qui est une ancienne championne du monde. Et d'ailleurs, la femme de Kell Brook. Donc, 2 champions du monde qui ont eu un enfant et peut-être un futur champion du monde lui aussi. Tout ça pour dire, on en était à Alicia Baumgartner, on a un petit peu dévié du sujet, mais Baumgartner, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient pour elle? Je pense que la seule option que le monde veut voir. C'est ça, les gens veulent ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, fait que j'attends un appel. En fait, moi, je vois 2 options. 3. La revanche avec Layla, mais sinon, les 2 options plus probables. Monter de catégorie de poids et aller affronter Caroline Dubois. Caroline Dubois, c'est une fille qui est dangereuse, elle cogne avec autorité, elle boxe, elle est gauchère. Tu sais, souvent, puis là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais souvent, on dit que Baumgartner et Caroline Dubois boxent comme des gars. Puis c'est pas pour rien enlever aux filles et tout ça, c'est par rapport au style, comment elles vont... Personne va prendre ça comme un insulte. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau de s'asseoir sur les coups, au niveau de... Donc, dans n'importe quel sport féminin, quand on dit d'une fille qu'elle boxe comme un gars ou qu'elle joue au hockey comme un gars ou qu'elle joue au baseball comme un gars, qu'elle joue au basket comme un gars, c'est un compliment. Là. C'est aucune fille qui va prendre ça mal. Je veux pas rentrer dans ces débats-là, mais tout ça pour dire que Caroline Dubois, Baumgartner, 2 filles qui cognent avec autorité, 2 filles qui sont championnes du monde, 2 filles qui parlent beaucoup, 2 filles qui aiment être spectaculaires, qui aiment être flamboyantes. D'ailleurs, Baumgartner, là, on a beaucoup parlé de Ebony et Ebony qui sont arrivés de manière subjective. Baumgartner est
pas mal dans la même lignée. Là, Ben, elle est arrivée avec un manteau de fourrure. Ouais, mais elle a en ôté dessous, son elle manteau avait de un genre de fourrure. maillot de bain avec des petits diamants dessus. Comme moi, là. quand je vais au spa, je vois rarement des filles avec un maillot de ce style-là. Là. Ouais. Donc, première option, on parle de Caroline Dubois, la sœur de Daniel Dubois, l'ancien champion poids lourd, qui va avoir d'ailleurs un combat contre Wardley. Est-ce qu'il va revenir champion du monde, redevenir comme champion du monde? Je pense que oui. Je pense qu'il va battre Wardley. Ouais. L'autre option, c'est Caroline Vert. Caroline Vert, une boxeuse que j'entraîne, qui est championne du monde WBC, ceinture que Alicia Baumgartner avait laissée de côté pour pouvoir combattre contre Leila Baudouin des rondes de 3 minutes. 12 rondes de 3 minutes, comme les vrais combats de championnats mondiaux Fais attention, là. Tu dis pas que c'est comme les gars. Non, mais que les combats de championnats mondiaux se font chez les hommes. Ça te met dans une situation particulière, ça, non? Je regardais les classements. Baumgartner, numéro 1. Leila Baudouin, numéro 2. Caroline Vert, numéro 3. Christian Mbili, champion du monde. Wesley Iglesias, champion du monde. Ouais, non, mais est-ce que tu les deux sont avec Eye of the Tiger. Ouais, mais ça justement, il n'y a pas de problème. En fait, c'est le summum, que c'est ce qu'on souhaite. Là, dans le sens que pendant des années. Il y a 4 ceintures. Attends, mais pendant des années, les gens, mettons, signaient avec Golden Boy parce que Canelo était avec Golden Boy. Après ça, pendant des années, les gens signaient avec Top Rank parce que Canelo était avec Top Rank. Puis ça leur facilitait. Les gars qui boxaient à 168 se disaient j'ai plus de chances d'affronter Canelo si je suis avec le même promoteur. Il n'y a pas besoin d'avoir des négociations. Donc, qu'un promoteur est plus qu'un champion du monde, puis qu'il y a un combat de championnat du monde entre les deux, c'est monnaie courante, puis ça me met pas dans une situation embarrassante. Par contre, un coach qui a 2 athlètes, ça, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pas... En même temps, il y a des routes différentes que tu peux prendre. Marc, à un moment donné, là, il entraînait Jean-Pascal Eléder, Alvarez, Arthur Beterbiev, les 3 en même temps. T'sais. Je pense pas qu'il y en ait 2 qui étaient champions du monde en même temps, mais ça a toujours été quand même assez proche. Là, absolument. Mais il les orientait dans des chemins différents. En ce moment, Caroline a la WBC. Leila va se battre pour la WBA par intérim. Après ça, si Baumgartner monte, ben là, peut-être que Leila va devenir championne régulière ou peut-être qu'elle va devoir se battre pour le titre régulier. À ce moment-là, il va rester 2 ceintures qui vont être libres. Ils peuvent partir chacune dans une direction pour unifier. Puis à la fin de la journée, si on veut faire un combat undisputed à la toute fin entre les deux, ben moi, je me retirerai, je regarderai chaud avec du popcorn. OK, je vais dire, c'est ma question, je voulais savoir à qui tu allais choisir. Là. Je peux pas choisir une plus que l'autre. Ça serait éthiquement pas correct. Là. Fait que tu te retires. Je me retire, puis... tu collectes pas pour les plus gros combats de la carrière. Financièrement, ça fait pas de sens. Mais en même temps, je peux pas les empêcher, eux, de gagner la plus grosse bourse de leur vie, puis je peux pas en choisir une plus que l'autre. Alors, tu peux faire les deux. Tu vas 30 secondes de chaque côté. Mais bon, voilà. Puis là, parlant de Leila et de Caroline, oui. Il y a la semaine passée, j'ai reçu un appel d'un gars qui me demandait les informations de gens chez Matchroom pour trouver une adversaire pour Cathy Taylor en vue de son dernier combat. Cathy Taylor, elle a annoncé qu'elle voulait faire son dernier combat, probablement en fin juillet ou en août, chez elle, dans un stade de 80 000 personnes. Et là, ça prend un adversaire. Alors, quand on m'a contacté pour que je donne les informations de Matchroom à un gérant, je dis, ben, tu sais, je vais envoyer des noms, moi aussi. Alors, j'ai écrit au matchmaker de Matchroom. Puis j'ai dit, hey, je sais qu'en ce moment, il y a probablement plein de noms sur ta tablette, mais si jamais ça t'intéresse, Leila et Caroline sont prêtes à monter de catégorie de poids pour aller offrir une bataille à Cathy Taylor pour son dernier combat devant 80 000 personnes. Donc, j'ai lancé une ligne à l'eau. Les chances que ça morde sont vraiment très, très minces, mais si je lance pas de ligne, ça ne mordra jamais. Non, c'est sûr. Donc, si tu n'essayes même pas, tu n'auras pas de chance. Mais j'ai comme l'impression qu'elle ne prendra pas une fille qui va monter de poids pour son dernier combat. Elle va vouloir finir ça. T'sais. Souvent, on a l'impression que quand une fille ou un gars monte de catégorie de poids,
il est un peu désavantagé. Là. Fait qu'elle ne voudra pas se mettre dans une situation que le monde va dire ouais, pour son dernier combat, elle a pris une fille plus légère. Puis si ça fait un combat serré, ça la met dans une situation Ouais, compliquée. mais en même temps, combien de fois ça s'est vu dans l'histoire de la boxe que, écoute, c'est Ouais, des ton méga- dernier des- combat ou bien non, c'est ci, Non, c'est mais ça. c'est contre des gros noms, là. Dans le sens que, tu sais, mettons un ancien champion du monde plus léger qui décide de monter, ça, on a vu ça souvent, mais sans rien enlever à Leila puis à Caroline. Caro est championne du monde. Léla pourrait être championne du monde aussi D'ici ce temps-là, t'as raison. d'ici ce temps-là. T'as Donc, raison. tu sais, les Ouais, mais deux, c'est- ça pourrait t'as raison. quand même faire ça. Puis aussi, il y a comme une règle qui dit que si tu es champion, tu peux monter puis devenir aspirant numéro 1 immédiatement. Là. Tu sais, tu pourrais te battre tout de suite. Si tu es champion, disons, à 130 livres, tu pourrais monter à 135 pour aller te battre pour un combat de championnat du monde immédiatement. Ça, c'est déjà vu C'est vrai. dans le passé. Donc, Ouais. ça va être à suivre. Mais là, ça serait quand même un combat gigantesque. Parlant de combat gigantesque, dans 2 semaines, ça l'arrive à grands pas. Ça va être la fin de Mexican semaine Monster. du Cinco de Mayo. Ça va être la fin de semaine du 2 mai, mais on va dire la fin de semaine Cinco de Mayo. Il va avoir... C'est parce que le 2 mai, c'est le samedi, là, mais c'est le week-end au Exactement. complet. Ouais. Exactement. Et donc, David Benavidez contre Gilberto Ramirez. Gilberto. Gilberto, celui qu'on surnomme Sourdo parce qu'il est gaucher. Donc, un combat qui va être très intéressant au T-Mobile Arena à Las Vegas. Comment tu vois ce combat-là, Anton? Ben, très intéressant parce que c'est 2 Mexicains, la journée de l'indépendance. Les deux sont. Gilberto est déjà monté de catégorie de poids. Moi, je vois ça quand même un peu one-sided. Là. Je sais que Gilberto, quand les deux étaient à 168 au début de leur carrière, il y avait comme une espèce de gros build-up en arrière de ça. C'était vraiment les deux jeunes superstars qui montaient. Je trouve que l'étoile de Gilberto s'est un peu affaiblie, un peu pâlie au fil du temps. C'est peut-être sa défaite vraiment one-sided contre Dimitri Bivol qui me laisse un petit goût amer dans la bouche parce que c'est vrai qu'il y a une seule défaite à sa carrière. Il a bien paru dans l'ensemble, mais David Benavidez a été tellement dominant. Chacun de il knock tout le monde. Il est vraiment. On l'appelle le Mexican Monster, c'est pas pour rien. Ouais. J'ai l'impression qu'il est. Même si lui qui monte de catégorie de poids, même s'il il est le plus petit des deux. Mais les deux ont sensiblement la Ouais. même carrure. La même taille, pas la même carrure. Ils sont pas faits pareil, là, Exact. mais je sais Deux pas. grands bonhommes. J'ai l'impression que Benavidez, il est dans une autre ligue. Là. Ouais. Je crois aussi, c'est aussi ce que je crois. Je crois qu'à un moment donné, ça va être too much pour Zurdo. Puis pourtant, Zurdo, c'est un gars qui aime imposer son rythme, qui aime lancer un bon volume de coups, qui aime aller travailler à l'intérieur. Mais il va se rendre compte que Benavidez, il a des mains rapides, qu'il est fatigant, qu'il est capable de boxer en avançant, en reculant. Puis que moi, ce qui me fascine surtout avec Benavidez, puis là, excusez mon bon français, mais il a de l'air dans son calisser de recevoir des claques. Ouais, c'est contre Morel, il s'était même fait ébranler un petit peu. Il était rentré dans une shot. Là, tu as vu, il a pogné un petit ascenseur. Mais il est revenu après, puis ça ne l'a jamais dérangé. Là, Imagine s'il avait boxé contre Iman Kataev. Ouais, la job du promoteur. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que David Morrell a affronté Iman Kataev il y a pas si longtemps que ça. C'est l'été passé à New York. Malheureusement, on s'est fait voler, on a perdu le combat. Mais Kataev a envoyé Benavidez sur les fesses. Pas Benavidez. David Morrell. David Morrell. Ouais, ça aurait été le fun. Ouais. Donc, ça va être un combat monstre. David, parce que les deux s'appellent David. Ouais. On en revient à l'indépendance, le Cinco de Mayo. Combat monstre entre un gars que son surnom, c'est le monstre, mais le 2 mai, il va avoir aussi un autre combat monstre. Un autre monstre. C'est Naoya Inoue qui va se battre contre Junto Nakatani à Tokyo. Ça, c'est un combat qui va être incroyable aussi parce que les deux sont classés dans le top 10 pound for pound. Oui, ben justement, on en a parlé souvent dernièrement. C'est qui le meilleur pound for pound? Est-ce que c'est Usyk? Est-ce que c'est Inoue? C'était Terence Crawford. Malheureusement, il a pris sa retraite. Donc là, c'est une opportunité pour Inoue de vraiment démontrer sa domination. S'il est capable de vraiment se débarrasser d'un autre pound for pound. Là, ouais. Ben, tu sais, Usyk, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'adore, puis moi aussi, je le trouve très, très, très bon, mais je trouve que
il est un peu comme Clarissa Shield. Il y a eu une époque que les poids lourds sont un peu plus faibles. Hein. Il n'y a pas eu de... Malgré qu'il a battu du Il poids les a 2 toutes fois. passées. Exact, t'as raison. Il a battu Joshua 2 fois, Usyk, il y a Fury 2 fois, Dubois 2 fois. Il n'a jamais pris de break. Son seul break, c'est son prochain combat. Ouais, Rico, là, un gars de kickboxing. Je le connais même plus. Je pense, ou quelque chose je ne comme même pas te dire exactement. Je sais que son prénom, c'est Rico. C'est un gars de kickboxing. J'ai jamais entendu parler de lui. Exact. Il y a juste un combat de boxe il y a plusieurs années. Donc, tu sais... mais en tout cas, tout ça pour dire, Junto Nakatani, c'est un bon boxeur. Les deux vont faire le combat pour le titre Undisputed à 122 livres. Une petite histoire qui est quand même assez belle, si on veut, avec Nakatani, c'est que lui, il vient d'un petit village, OK, au Japon, puis ses parents, ils n'étaient pas capables de s'en occuper comme il faut. Alors, ils ont demandé à Rudy Hernandez, un entraîneur américain, s'il voulait bien s'en occuper, puis à la limite même de l'adopter. OK, attends. Il y avait de la misère à s'en occuper comme il faut. Parce comme boxeur ou comme parent? En tant que parent, ils n'avaient pas nécessairement... Comment ça, ils connaissaient déjà Rudy Hernandez à ce moment-là? Ils n'avaient pas les ressources, tout ça, tu sais. Alors, ils ont décidé de l'envoyer aux États-Unis. OK. Puis Rudy Hernandez, lui, il adopte des enfants avec sa femme. Ils sont comme un peu un foyer pour... Puis ils ont dit, tu sais, si vous voulez, occupez-vous-en pour la boxe, mais si vous voulez l'adopter, vous pouvez l'adopter. Puis il a dit, non, je vais juste m'en occuper pour la boxe et tout ça. Et puis, il a commencé à l'entraîner quand il avait comme 14-15 ans, tu sais. Puis un jour, il y a un jeune... Est-ce qu'il il a commencé à boxer là-bas ou il boxait déjà puis il était bon? Déjà. Okay. Il boxait déjà, puis ils l'ont envoyé par là-bas par la suite. Et puis là, un jour, il y a un jeune bum qui traînait tout le temps autour du gym qui s'appelle Anthony Olasquaga. OK? Olasquaga, aujourd'hui, il est champion du monde. Mais à l'époque, c'était un petit bum qui traînait autour du gym. Puis un jour, Hernandez, il a dit à Olasquaga, il dit, hey, il dit, regarde, là, tu fais ton tough, tout ça. Il dit, monte dans le ring là, avec Nakatani. Là, puis là, il a dit à Nakatani, tu sais, drop-le au corps, fais-y comprendre c'est qui le boss, puis tout ça, tu sais. Comme ça, il va arrêter de venir traîner dans le gym puis de déranger tout le monde. Ils sont montés dans le ring, puis comme de fait, Nakatani, il l'a arrêté au corps au premier round, puis le kid, il est parti en pleurant un peu. Puis là, ben Hernandez pensait qu'il allait plus jamais le revoir, puis que, bon, c'était réglé. Mais le kid, il est revenu le lendemain, puis il a dit, moi, je veux que tu m'entraînes, je veux aller péter à gueule à lui, à Nakatani. Puis les deux sont devenus des super bons amis. Puis les deux sont entraînés par Rudy Hernandez. Wow. Puis aujourd'hui, les deux sont champions du monde. Un à 112 livres, l'autre va se battre en combat de championnat. C'est fou à quel point un entraîneur peut avoir un impact incroyable sur la vie des jeunes. Puis avoir aussi une influence. Là, lui, là, c'est un petit Chris qui sort de la rue. Ouais. Mais c'est fou à quel point un bon coach est capable aussi de vraiment t'enseigner, parce que c'est pas un addon que les deux viennent du même gym, les deux viennent champion du monde. C'est parce que clairement, ils ont eu l'encadrement puis l'enseignement nécessaire pour se rendre là. Ils étaient spéciaux, clairement, les deux kids. Là, il y avait quelque chose. Tu peux même, si tu as le meilleur entraîneur, le meilleur enseignant du monde autour de toi, si tu n'as pas les skills, tu ne pourras rien faire. Mais il y a tellement de jeunes avec du potentiel qu'on a perdu parce qu'ils étaient mal encadrés. Exact. C'est fou à quel point un coach peut avoir un impact. Puis souvent, là, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, lui, il n'est pas si bon, il est vraiment chanceux, puis ci, puis ça. » Mais juste de garder un kid dans le gym, là, c'est déjà être un bon entraîneur. Ouais, t'as raison. C'est ce qui est difficile. Combien de fois tu as vu des grands talents là, venir dans le gym, puis là, abandonner, boum, ils partent, puis ils disparaissent. Je pense que un bon coach va te donner un peu de lousse aussi, parce que à 14-15 ans, là, les jeunes, là, je me rappelle, nous autres, l'été, là, on n'avait pas le goût d'être dans le gym de boxe. Là, fait que je me rappelle, c'était Sylvain Gagnon à l'époque, il nous donnait l'été. Là, si on voulait aller faire des niaiseries, puis aller à la ronde, puis aller vivre ta vie. Parce que après ça, quand tu recommences, il faut que tu sois discipliné. Puis si tu n'as jamais de moment fou, puis tu es tout le temps sur la discipline, c'est vraiment difficile. J'écoutais le podcast de André Ward, puis il dit, moi, quand j'avais 14-15 ans, là, je sortais pas, je faisais rien, j'étais discipliné, puis je trouvais ça difficile. Je voyais tous mes amis, eux autres, qui allaient faire le party, tout ça, puis ils étaient comme, hey, tu veux-tu venir? Puis je suis comme, non, man, je peux pas, faut que je me couche tôt. Demain matin, il faut que je cours 10 km, là, tu sais. Fait que c'est pas toujours évident. Donc, effectivement, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui va être capable de jauger son athlète,
puis qui va pouvoir lui donner du lousse à un moment Quand, où tu vas quand pouvoir il sait qu'il a le droit, là, l'encadrer. c'est sûr, il y a des Exact. moments que c'est impossible. Puis même si le gars en veut, ben, s'il n'est pas capable de comprendre qu'en ce moment, il est obligé d'être sérieux, ben, il se rendra pas jusqu'au bout. Là. Exact, exact. Puis, ben, dans le cas de Nakatani puis Olasquaga, Cool histoire. tu vois, ça a été une super histoire. C'est un de mes amis qui m'a raconté cette histoire-là, qui lui a eu l'occasion là, de parler avec Hernandez. Alors, j'espère que j'ai pas scrappé ton histoire. Je trouvais ça très intéressant. C'est qui cet merci. ami-là? Il faut que je le mentionne. Ah non, il m'a dit de pas le mentionner. C'est un ami secret. Ami imaginaire. Oui, là. c'est mon ami imaginaire. Exactement, exactement. From Montreal, Quebec, Canada. Bonjour et Maintenant, on va tomber dans un Parfait. côté un peu plus intemporel. Parce que la semaine passée, on avait parlé des mythes et des réalités un petit peu de la boxe, les questions que les gens se posent vraiment. Il y a plein d'autres questions. Là, fait que, Il y en a des dizaines on et des pourrait dizaines passer et des des dizaines. heures et des heures là-dessus, mais on en a certainement des bonnes aujourd'hui qu'on va toucher. Tu vois, le combat, si on regarde juste le combat de Nakatani contre Inoue, pendant un bout de temps, j'ai eu peur que ça n'allait pas lieu parce que Nakatani a eu une contre-performance, si on veut. Puis finalement. Ouais, mais Inoue est allé ses fesses une couple de fois dernièrement aussi. Là, c'est contre-performance. Non, exact. Mais tu sais, ça peut arriver. Ça peut Exact. arriver à tout le monde d'avoir une contre-performance. Puis le danger, c'est quand tu t'en vas à la carte des juges avec une contre-performance. Des fois, si les juges sont pas super à l'affût, on peut échapper un combat. On a déjà vu des grands combats avec des juges super à l'affût, puis les juges ont échappé le combat. Ouais, mais personne, tu sais, sans dire que les petits poids sont meilleurs, parce que je pense pas qu'ils sont meilleurs, mais il y a énormément, c'est tellement compétitif ces catégories de poids-là. Là, tu sais, le 15e, le 20e au monde, il est écœurant. Là, Il est tu sais, quasiment aussi, il est pratiquement aussi bon que le champion. Fait que, tu sais, c'est vraiment être aussi dominant que Inoue à 122 livres, c'est impressionnant. Là, tu sais, c'est pour ça que moi, quand on me parle de pound for pound, j'ai comme l'impression. C'est pour ça que je pense toujours à Inoue, parce que être capable de faire ce qu'il fait dans sa catégorie de poids avec tellement de talent, c'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, ce qui l'affecte un peu, c'est que les gens ne sont pas aussi impressionnés parce que justement, il est tout petit. Ben, un, il est tout petit. Deux, ça se passe au Japon. Là. Ouais, ça se passe au Japon, les gens ne le connaissent pas. Puis trois, qui a vraiment battu? Il y en a battu 2, 3, mettons, c'est pas des superstars. Le public nord-américain exact. va connaître 100%, ou que le raison. public, mettons... la boxe internationale. Ouais. T'as raison. Mais donc, c'est justement c'est que ça revient à ça, c'est que le 15e, il est aussi bon que le premier. Fait que des fois, tu te dis, est-ce que le premier, il est pas si bon que ça ou c'est le 15e qui est vraiment bon? Là? Ouais, vu comme ça, c'est sûr que les petites catégories de poids, c'est un gros volume de coups, c'est peu de knock-out. Là, t'as un gars qui, lui, arrive à mettre les gars knock-out. C'est ça qui le rend aussi impressionnant, tu sais. Il y a un bon volume, puis en plus, il arrête ses gars, chose qui est très rare dans cette catégorie de poids-là, parce que comme le transfert de poids est plus minime en raison du poids qui est plus bas, il y a moins de knock-out. Pourtant, un des gars avec le plus grand ratio de knock-out de tous les temps, Edwin Valero, il se boxait pas mal à ce poids-là. Là. Ouais, exact. 122, 126 oui, peut-être. mais en même temps... Et Valero, c'était un tueur. Là. Je comprends, mais regarde qui a affronté aussi. C'est tout le temps ça, tu sais. Ouais. Regarde, OK, pour moi, un gars qui a un vrai ratio de knockout qui est juste et efficace, c'est Beterbiev. Parce que Beterbiev... Deontay Wilder, c'est pas pire aussi. Là. Pardon? Deontay Wilder. Là. Ouais, pas pire aussi, t'as raison, mais regarde Beterbiev, ses 10-12 derniers combats. Absolument. Non, 100%. Il n'y a même pas 25 combats, mais toutes ces... Ouais. À partir de son 13e combat, c'était tout en championnat du monde, tu sais. Ouais. C'était peut-être même... il avait boxé à Montréal. Là, contre Tavers Cloud, il y avait genre 11 combats, même pas. Là, puis il avait knocké bad. Exact. Là. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est un vrai ratio de knockout parce que à chaque fois, c'était soit des champions du monde, soit des aspirants, tu sais, comme c'était tout le temps... Donc, alors que Wilder, ils ont été souvent frisquets dans les premiers temps. Puis après ça, même quand il était champion du monde, il choisissait bien. T'sais. Edwin Valero, pour ceux qui ne le connaissent pas, malheureusement, il est décédé en prison, si je ne me trompe pas. Il s'est suicidé en prison. Mais il y avait je pense que c'est 22 ou 23 premiers combats qui a fini tout au premier round. Ouais. C'était quelque chose quand même. Là. C'était vraiment de la puissance brute.
Mais je mentionne son nom juste parce que c'était un gars qui était vraiment petit. Là. C'est rare de. Tu parles d'un gars de comme Inoue, c'est rare de le voir passer autant de knockouts, puis aussi Ouais. il y a un bon ratio de coups de poing. Mais Edwin Valero, Tout à fait. c'était un Puis autre niveau encore. Là. lui, il était vraiment phénoménal par rapport à ça. Il y avait eu un accident de moto, si je ne me trompe pas. Il y avait une plaque de métal dans la tête, ce qui l'empêchait d'aller Aux States. aux États-Unis. Donc, il a continué à combattre. Lui, c'était au Venezuela et puis en Amérique du Sud. Et malheureusement, les chocs qu'il y a eu à la tête ont fait en sorte que. Il est devenu fou, si je me trompe Ouais, pas. Là. exact. Il a tué sa Il a femme. tué sa femme, c'est ça. Il a tué Puis sa femme. Ensuite de ça, il est allé en prison, puis s'est éventuellement enlevé il la s'est vie. suicidé parce qu'il il a comme réalisé ce qu'il avait fait. Mhm. Wow. Donc, triste histoire. Très triste. Un mais... très grand talent, mais malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Maintenant, où je m'en allais avec ça, c'est excuse-moi. que on a dérivé un petit peu, mais où je m'en allais avec ça, c'est que les juges, OK, on en a déjà parlé lors d'un des derniers podcasts. Parfois, c'est difficile de juger les combats. Puis il y en a qui échappent des combats, puis pourtant on les revoit encore et encore. Donc, je pensais à ça, tu sais, puis je regardais, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Puis c'est quoi les meilleures façons de juger? Parce que, je sais pas si tu te souviens, on en avait discuté. Avec Il y a les souvent, angles, là, il y a la trois photo que tu juges. prends, ouais. Il y a 3 juges autour du ring. Et puis, lors d'une convention, il y a comme des stages où les juges continuent à s'améliorer, puis à aller chercher plus d'informations, puis différentes techniques, et ci et ça. Et puis, il démontrait lors d'un séminaire que un coup de poing, vu de 3 angles différents, pouvait être interprété de manière complètement différente. Tu avais la première photo où tu voyais clairement le gars recevoir le coup de poing. Tu avais la deuxième photo où la personne était de dos, donc tu n'étais pas sûr s'il avait reçu ou pas le coup de poing. Puis tu avais le troisième angle où l'arbitre était devant le juge. Alors, tu ne sais pas si le coup de poing a Fait landé. que dans le fond, ça prouve que c'est pas de l'incompétence, c'est vraiment juste où Le t'es situé. situationnel en fonction de l'action qui se passe dans le ring et ta situation géographique autour du ring. Fait que si on tombe en mode solution puis on trouve une manière de régler ça, moi je pense que j'ai deux solutions pour toi. Vas-y donc. On pourrait pas faire ça pour tous les combats parce qu'éventuellement ça va coûter trop cher. Mais il y aurait peut-être moyen de faire que dans un combat de championnat du monde, au lieu d'avoir 3 juges, un de chaque côté, puis il y a la table, il y a une table où il n'y a jamais de juge, mais un des côtés, sur chacun des côtés, tu le doubles, tu mets 2 juges, puis tu juges ça sur 240 au lieu de juger ça sur 120. Tu prends le score global des deux. Fait que tu as 2 gars de chaque côté qui ont la chance de voir les coups de poing. Ça augmente la superficie, ça augmente La périphérie. ouais, tu as plus de chances de vraiment avoir une idée globale de ce qui se passe. Ça pourrait être une option. Je sais pas si ça se fait. Et il faudrait, ça finit par coûter vraiment cher. Si tu commences à avoir les billets d'avion et tout ça. Ouais. Sauf que je me répète, ce serait juste pour les combats de championnat du monde. Puis l'autre chose, ben, si on est rendu en 2026. On en parle dans toutes les sphères de nos vies. Je pense que AI va embarquer là-dedans éventuellement, puis ils vont être capables de vraiment juger de manière, avec des caméras 360 qui est autour du ring, puis on va être capable d'avoir une vision. Ça a toujours été un sport jugé. Ça va rester un sport jugé, mais ce sera peut-être plus des êtres humains. Il y a peut-être moyen d'éventuellement d'avoir une intelligence artificielle qui va être capable de venir. La dernière fois, on a parlé de la corruption, on a parlé de se faire aussi. Des fois, c'est pas toujours de la corruption, mais on se fait influencer par la foule qui crie. AI ne sera pas influencé. Je pense que le seul. C'est sûr que le point intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que quand tu juges un combat, tu as des critères qui sont clairs. Puis, tu dois utiliser le premier critère pour départager le round. S'il n'est pas assez clair, tu passes au deuxième critère. Mais à partir du moment où, dans ta hiérarchie, donc, mettons de 1 à 5, si tu passes premier, tu n'es pas capable, tu passes au deuxième. Si à partir du deuxième, tu n'es pas capable, tu passes au troisième. Mais ça, c'est pour l'intelligence artificielle, ça va être quand même plus facile à faire, puis moins subjectif. Parce qu'il n'y a pas d'engagement émotionnel, il n'y a pas de style de boxeur que l'intelligence va aimer plus qu'un autre. Ça va vraiment être fait en fonction des critères qui sont établis. Mais je ne sais pas. Pour ça, il va falloir qu'il
ils fassent beaucoup de Ouais, c'est combats ça va être... avant, Et juger. éventuellement, tu sais, il suffirait que quelqu'un hack dans le système, vienne... Mais ça, encore une fois, ça- si tu hackes dans le système, tu vas être à même avec d'autres systèmes d'intelligence artificielle ou avec d'autres juges qui vont regarder ça. Ouais, mais à là, ça même commence de à en façon- faire beaucoup de... Je comprends. Puis, et, tu sais, la réalité, c'est que je viens peut-être pas jouer contre moi, mais je repense à plein de combats. Puis, tu sais, on a eu un combat récemment. Un des meilleurs juges au Québec, un des gars les plus respectés. On avait, il a sorti une décision complètement à l'inverse des deux autres là, récemment dans le combat Donc, de Thomas Chabot. Thomas là. Chabot, c'était Benoît Roussel qui était. Puis, tu qui sais, avait donné. c'est un gars ultra respecté. C'est un gars qui il voyage à l'international. Il était à New York la fin de semaine exact, là, passée. c'est tous les il plus se promène grands combats. partout. Fait que Ouais, le gars, il sait de quoi il parle. Il connaît sa boxe. tout à fait. Il est ultra compétent. Puis malgré tout, il a sorti une décision qu'on comprend pas. Fait que ça peut arriver, là. Tu sais, c'est peut-être les angles, c'est peut-être le... Exact. Et je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je remets aucunement en doute sa compétence. Puis il y a une version que je comprends pas. Fait que ça arrive, là. Parce que si je me trompe pas, il y a des scores qui sont faits. Puis moi, ça, c'est un des points que j'aimerais amener. Les commissions athlétiques puis les organismes de sanctions devraient avoir un système de pointage pour les arbitres. Et puis, ils devraient réévaluer leurs arbitres pour avoir un pourcentage Leurs d'efficacité. arbitres ou leurs juges? Leurs juges, pardon. Parce que les arbitres, Ouais. c'est un peu plus... Ouais, non. Je parlais vraiment des un peu juges, plus excuse-moi. concret, là. Ouais. Mais ils ont... Tu sais, si tu es tout le temps... Il y a 3 juges qui sont là. Si tu es tout le temps le offside, tu es tout le temps, mettons, le seul à juger un round, puis eux, ils jugent les deux de l'autre bord, ben là, tu es out, tu tombes dans, mais le, ça, dans il le faut faire négatif. là. attention parce que des fois, c'est le seul qui a raison. Tout à fait. Mais après ça, une fois que ça s'est fait, tu devrais avoir un superviseur qui, en fonction, qui lui revoit le combat, puis qu'il fait son analyse aussi. Là, Mais tu sais, on parle de tout ça, puis plus je nous écoute, plus je me dis que AI, c'est la... Ça risque d'être la meilleure... Ça va être la meilleure solution. Là. Il faut sinon, juste une autre- trouver quelque chose qui fonctionne. Là. En attendant AI, une autre solution qui pourrait être possible aussi, qui se fait en boxe amateur présentement, Ouais. c'est 5 juges. Ouais, c'est Tu pas mauvais, enlèves ça. le plus haut, tu enlèves le plus bas, tu restes j'haïs pas ça. les 3 du milieu. Ouais. Donc là, tu as quand même quelque chose qui est intéressant. S'il y en a un qui est complètement off en haut, tu l'enlèves. Un complètement off en bas, tu l'enlèves. Comme ça, ben, tu as quelque chose qui est géré de manière plus... pas conventionnelle, mais plus juste. Ouais, sauf que ça reste que si il y a il y a un petit peu de corruption. corruption dans les 3 du milieu, puis il y en a un qui est complètement, tu sais, qui essaye vraiment d'être honnête, ben il se fait Oui, tasser. mais en même temps, en fait, c'est juste son score qui est enlevé, là, qui est scratché. Mais tu sais, si ton score est tout le temps enlevé, à un moment donné, effectivement, tu vas te faire tasser. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça devient difficile de faire de la corruption à 5. T'as raison. Non, regarde. Puis tu vois. honnêtement, il faut pas non plus être paranoïaque. Là. Je pense pas qu'il y a de la corruption tant que ça, mais ça fait partie de la game, malheureusement. Je dois t'avouer que pour ce sujet-là, tu as été une source d'inspiration pour moi parce que. Ah ouais. J'ai tout appris, j'ai une source d'inspiration. Mais tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article pour Punching Grace sur la perte de poids, les athlètes qui perdent leur poids. Puis moi, j'ai travaillé avec toi pendant longtemps. Je te suivais là, pas mal toute ta carrière professionnelle. Là. Ouais. J'ai été avec toi, puis je l'ai souvent dit et répété, ta discipline était exceptionnelle, puis c'est ce qui t'a permis d'avoir d'aussi bons résultats. Souvent, je dis ça, j'avais pas le choix d'être discipliné, mais j'étais pas assez bon. Moi. Mais ce qu'on remarque souvent en boxe, c'est des gars qui vont jouer au yo-yo entre les combats avec leur poids. Tantôt, on parlait de Benavidez puis Ramirez. Ça, c'est 2 gars qui ont déjà boxé à 168 livres. Maintenant, ils boxent à 200 livres, mais c'est des gars qui, entre leurs combats, des fois, vont gagner 30, 40, 50 livres. Moi, je l'ai déjà vu aussi avec des athlètes au Québec. Je l'ai déjà vécu au sein de notre équipe aussi. Des gars qui reviennent à l'entraînement puis qu'ils ont pris tellement de poids que lorsqu'ils sont de retour à l'entraînement, ils ne focusent plus sur les améliorations techniques et tactiques, mais leur seul combat,
C'est perdre c'est le de poids. perdre le poids. Alors, ils viennent, ils s'entraînent juste pour perdre le poids en espérant être prêts dans un combat avec quelqu'un qui va vouloir t'arracher la tête, alors que tu n'as même pas pu travailler comme il faut ce que tu Ou dois tu faire. l'as fait un peu parce que, tu sais, à un moment Tu donné, l'as fait, oui, c'est mais parce- tu l'as fait en état de fatigue parce que tu t'es entraîné avec C'est ça. 5-6 cotons wattés, puis là, ton seul objectif, c'était comme transpirer le plus. Là, tu es déshydraté souvent aussi parce que tu veux perdre le plus de poids. Puis la plupart des boxeurs pensent que perdre le poids, ben, tu peux te déshydrater là, toutes les semaines non-stop, là, tu sais. Chose qui n'est pas nécessairement bonne, là, même qui Non, non. est Puis pas bonne. une des choses qui est épeurante, c'est que souvent les gars, justement, quand ils jouent trop avec le yo-yo, avec leur poids, c'est qu'ils arrivent à, mettons, une semaine, 10 jours du combat, puis ils ont encore beaucoup de gras sur le corps. Ouais. Fait que la seule manière de faire le poids rendu là, si tu peux plus perdre le gras avec 10 jours, une semaine à faire, Exact. c'est se déshydrater. Mais là, ils ont perdre toute l'eau, Ouais. plus avec. Tu supportes un peu de gras sur ton corps, puis tu perds de l'eau. Oh my God, c'est dangereux, puis c'est difficile de performer dans ce temps-là. Là. Exact. Puis, tu vois, les études, la science démontre qu'un athlète ne devrait pas perdre plus que 5 de son poids en déshydratation. La dernière semaine, OK. Ouais. Parce que sinon, c'est là que Fait tout que commence à lâcher. mettons tu un sais. gars de 200 livres peut perdre 10 livres, Exactement. plus que ça. C'est ça. Mais la plupart des boxeurs vont Ils perdent faire 10, entre 15. 8 et 10 tu sais, en se disant ça. Donc, tu sais, il faut faire attention. Je me souviens, toi, souvent, là, la semaine, mettons, avant le combat, on était proche de 10 livres. Là, ben, il y avait un 5 livres qui se perdait juste en vraiment faisant attention à tout ce que tu mangeais. Puis tu avais comme un 5 livres 4-5 livres, 4-5 livres de déshydratation, pas tu sais, plus que ça. qui était faite. Puis c'était tout le temps on point. Puis une autre affaire que tu faisais vraiment bien, puis c'est là que je voulais en venir un petit peu quand je parlais de ta discipline, c'est que toi, pendant la saison morte, tu t'étais fixé un poids que tu ne devais jamais dépasser. Puis dès que tu t'approchais de ce poids-là, ben, tu recommençais à t'entraîner pour que quand tu arrives en camp d'entraînement, tu sois jamais complètement out of shape. C'est pour puis ça que j'ai pris ma retraite à 32 ans. J'étais tanné en tabarnouche de faire le poids. Non, mais c'est vrai, c'est une des choses les plus difficiles en boxe. Là, tu sais. Souvent, on parle des coups qui sont reçus, puis ci, puis ça. La coupe de poids, là, la diète sur une longue période, puis quand tout le monde, tu t'en vas, là, c'est Noël ou le jour de l'an, tout le monde est en train de manger de la dinde, du gâteau, des desserts, puis là, toi, tu es à ton affaire, Ah, tout le mais monde boit, puis là, toi, tu es à ton rendu à un affaire. certain Puis... point, c'est que si tu décides de faire une carrière de boxeur professionnel, il faut que tu décides de faire une vie de moine. Là. Tu sais, c'est Faut que tu sois un coureur semi-professionnel, faut que tu sois sur la diète à l'année longue, parce que pratiquement. puis être sur la diète à l'année longue, ça veut pas dire être tout le temps au poids, Non, ça veut dire t'es pas faire déshydraté non attention plus, mais à tes ce que tu choix manges. alimentaires doivent être... Les gars comme Arthur Beterbiev, là, ouais, lui, lui- c'est encore next level. Là. lui, il n'y a jamais de triche, là, tu sais. Ah, c'est incroyable. Là, Il est t'sais. comme, tous ses choix sont faits en fonction de sa Le carrière, truc, tu sais. pour vrai, là, ça serait de se convertir à l'islam. Hein. Parce que, honnêtement, j'exagère, mais c'est fou comment les boxeurs musulmans sont tellement disciplinés. Là, tu sais, jamais d'alcool, ils font ultra attention avec leur nourriture. C'est Puis- impressionnant, par contre. Mais veut pas aussi, la discipline que leur religion Ouais. leur implémente, si on veut, fait en sorte que quand ils arrivent dans le gym, puis ils doivent avoir une C'est certaine facile, ouais, discipline, ils sont habitués. Là. ça fait tellement longtemps ils suivent une certaine rigueur de discipline que ça se fait mieux. Tu vois, tu sais, donc, bref, C'est pas tous les musulmans qui ont cette discipline-là, là, mais Non. eux sont ces boxeurs-là qui ont. Ils sont très croyants, là, puis honnêtement, ça leur amène plein de positifs. tout à fait. Un autre point par rapport à jouer au yo-yo. Les gars, quand ils ont 20 ans, Ouais. là, ils vont gagner du poids entre les combats, puis c'est pas grave parce que ton C'est métabolisme facile, là, est en feu. ça brûle. Là. Il brûle de même. Bang! Oui. Tu peux monter 30 livres. En 2 mois, tu as perdu ton 30 livres, puis c'est facile. Ben facile. On s'entend, là, tu sais, il va y avoir Ils des travaillent périodes fort, mais Ouais, ils sont exact. capables. Mais plus tu avances, plus le métabolisme avec l'âge ralentit. Donc, plus ça devient difficile de brûler les gras. Puis là, ben, ton 30 livres que tu prenais, mettons, 8 semaines à brûler, ben là, ça t'en prend 12. Puis, tu sais, le métabolisme est plus lent, les efforts deviennent plus difficiles. Puis une fois, si je me trompe pas, là, je veux pas te mentir, là, mais les cellules graisseuses, une fois qui existent dans ton corps, tu peux les rétrécir, mais tu peux jamais t'en débarrasser. Fait qu'ils reviennent plus facilement. Là. Ben, c'est peut-être la raison pour laquelle tant de boxeurs reprennent du poids aussi facilement. Tu sais, il y a le fait que tu te prives
dès que tu enlèves la limite, les gars, ils tombent dans l'excès, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est que à leur défense, c'est tellement difficile, c'est tellement intense. Il n'y a rien de sain, là. Faire une coupe de poids en boxe professionnelle, là, tu sais, les gens qui ont des objectifs là, après Noël, les fameuses résolutions, là, ils veulent se remettre en forme. Un boxeur professionnel, c'est 10 fois ça tout le temps, à l'année longue, tu sais, dans le sens qu'on se prive tellement, on mange rien. À la fin de ton camp d'entraînement, tu t'entraînes fort, tu manges pratiquement rien, puis tu peux même pas boire. Tu sais, tu réalises pas à quel point l'eau, le liquide est tellement c'est important. Là. Puis tu sais, fait une fois que la pesée est faite, tu as le droit de manger. Tu sais, c'est carrément des problèmes, c'est carrément un problème de santé mentale. Là. Puis ça s'explique aussi physiquement. Là. Il y a quelque chose qui fait que quand tu es trop longtemps, tu sais, que tu fais du yo-yo comme ça, tu perds ton poids, tu montes ton poids, ton corps se sent jamais plein. Fait que tu commences à remanger. Le monde dit OK, il n'y a pas de. T'as pas de faim. Ou t'as pas de contrôle, t'es pas capable de te gérer, mais c'est physique. Il y a quelque chose qui fait que dans ton corps, tu te sens jamais plein. Fait que tu te remplis, éventuellement, t'as mal au ventre. Là. C'est malsain mais ça fait partie de la game. Puis il faut essayer. Il faut le comprendre. Puis une fois que tu le comprends, ben là, tu es capable de le gérer un peu. Mais si tu es laissé à toi-même là-dedans, c'est pas évident. Là. Donc, en gros, ce que les jeunes athlètes ou même les athlètes plus expérimentés doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette magique à être en santé. Il faut gérer le poids à l'année. Mais ça, c'est comme 100% des humains sur la Terre. Là. Puis tout à fait. Il y a des problèmes d'obésité partout sur la Terre en ce moment. 100%. Fait que, mais c'est toujours plus. Mais quand tu es dans un sport avec un poids imposé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la boxe, c'est un reflet. Le sport, pas la boxe nécessairement, mais le sport, c'est un reflet de la société. En ce moment, les gens n'ont jamais été aussi out of shape non plus. Là, fait que c'est normal que les boxeurs aussi, l'alimentation, la nutrition, la nourriture transformée, c'est pas évident de respecter le poids non plus. Là. 100%, tu as tout à fait raison. Puis, en fait, c'est un message qu'il faut lancer, comme tu le disais, à la population générale. Il faut faire attention en tout temps. Je pense que c'est 66% des Canadiens qui sont en surpoids. Ils ne sont pas nécessairement obèses, mais ils sont plus hauts que leur poids santé. Là. Oui, mais en même temps, il faut tout le temps faire attention parce que l'indice corporel non, je parle pas. L'indice de masse corporelle, des fois... Ça vaut ce que ça vaut. Là, dans le sens que deux gars... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'indice de masse corporelle, c'est la hauteur, la grandeur de quelqu'un par rapport au poids. Fait que ça prend pas compte de la composition. Ouais. Fait que deux gars de 6 pieds, 200 livres, si un gars c'est un bodybuilder, puis si un gars c'est un obèse, ben ils ont le même IMC. Là. Fait que, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est quand même un indicateur. C'est pas que 66% de la population, là, c'est pas tous des bodybuilders. Là. Non, c'est ça. Je pense que les habitudes de vie ont quelque chose à voir, mais après ça, on pourrait en discuter longtemps, mais mettons, en Europe, c'est beaucoup moins flagrant parce que il y a beaucoup de produits qui sont différents et qui ne sont pas transformés non plus. Là, je pense que les champs en Amérique du Nord sont, je pense, si je ne me trompe pas, c'est l'acide folique. Puis c'est quelque chose qui est illégal dans l'Union européenne. Fait que souvent, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ne sont pas capables de manger du gluten. Ici, au Québec, ils sont cœliaques. Ils sont pas capables. Puis ils arrivent en Italie, ils mangent des pâtes, de la pizza, tout va bien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de différent dans la composition. Fait que, je pense que même au niveau de l'indice inflammatoire... tout est en lien. Là, exact. C'est une maladie inflammatoire. Là. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu as passé d'être boxeur à être dans une équipe de promotion. Oui. Donc, tu travailles avec Eye of the Tiger, tu es directeur général. Une de tes jobs, c'est de recruter puis de parler. Du talent. Oui, cibler du talent. Maintenant, j'aimerais ça qu'on discute de contrats pour les boxeurs. Okay. C'est quelque chose qui est souvent, les gens, ils ne comprennent pas vraiment. Puis, selon où est-ce que tu vas poser la question, il y en a qui vont penser que tous les boxeurs sont millionnaires. Puis il y en a d'autres qui vont penser que tous les boxeurs, il faut qu'ils travaillent en même temps de boxer. Alors que la réalité se situe vraiment entre les deux. Là, mais pour un boxeur qui doit signer un contrat avec une compagnie de promotion,
selon toi, c'est quoi les points qu'ils devraient regarder, puis les points auxquels ils devraient faire attention? Parce que, si je ne me trompe pas, quand Camille et Stéphane ont commencé à s'impliquer dans la boxe, c'était pour venir en aide à Berman Steven, qui était un poids lourd canadien signé avec Don King. Puis Don King, lui, avait la réputation d'avoir des contrats tellement exhaustifs qu'il enchaînait ses boxeurs avec un contrat comme ça. Il décidait quand il les faisait boxer, s'il boxait ou s'il boxait pas, puis il pouvait les mettre sur une tablette, puis le boxeur ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas résigner son contrat, il ne pouvait pas signer ailleurs, il ne pouvait pas boxer. Tu connais bien l'histoire, c'est exactement ça qui s'est passé. Je pense que en mentionnant Don King, on peut aller directement avec ça. Je pense que plus que le contrat, ce qui est ultra important pour un athlète, c'est de savoir avec qui il va signer. Il y a certains promoteurs dans le monde de la boxe qui sont reconnus pour être des escrocs pratiquement. Là, j'exagère, mais c'est du monde qui ont qui sont reconnus pour avoir des techniques assez spéciales, là, si on veut. Fait que, quand tu le sais que ce monde-là, depuis des années, gère du monde, ils ont une mauvaise réputation, va pas signer avec eux. Fait que ça, c'est super important. Une des choses, un des mythes, ou pas un des mythes, mais quelque chose qui est super important, qui est la plus grosse la plus grosse escroquerie du monde de la boxe, c'est un gérant. Ça sert à... J'allais dire effort. Ça sert à rien. Honnêtement, c'est un gérant, c'est quelqu'un qui veut qui veut s'impliquer dans le monde de la boxe, qui veut pas investir, puis qui veut collecter. Parce que ça sert absolument à rien. Parce que je vais t'expliquer un peu comment. Mais attends. Là-dessus, je vais tout de suite t'arrêter. Je suis d'accord à 98% de ce que tu dis. Bah, c'est bon. Maintenant, on ne s'ostinera pas pour 2%. La réalité, c'est que les gérants, oui, comme tout le monde les connaît, oui, c'est quelqu'un qui va prendre un gros pourcentage d'une bourse et puis qui va faire rien. Il va juste dire, ben on veut ce gars-là, on veut pas ce gars-là, puis il va se battre à telle date, puis envoyez-moi le contrat, oui, puis on veut cette bourse-là. C'est pas mal ça. Il va mettre peut-être 10 heures, puis il va aller collecter 25% de la bourse du boxeur. Entre 10 et 25%. Mettons. Mais de nos jours, il faut faire attention parce que les vrais gérants, comme ça l'existait dans le temps, un vrai gérant comme ça existait dans le temps, c'était quelqu'un qui s'occupait du boxeur, qui lui trouvait un loyer, et puis là, il l'hébergeait, puis après ça... Si jamais ton gérant te donne des allocations par mois, puis il investit dans ta carrière, là, c'est un peu différent. C'est là, ça. Puis... Mais c'était ça à la base, un gérant de boxe. À la base, un gérant de boxe, le boxeur avait une allocation. Souvent, il se faisait payer un appartement. Souvent, il y avait les frais de physio, les ci, les ça. Donc, c'est la raison pour laquelle le gérant prenait un 25% ou un gros montant de la bourse. Parce qu'il a investi énormément d'argent dans le prospect au début. Exactement. Mais là, de plus en plus, qu'est-ce qui s'est passé avec les compagnies de promotion? C'est que les compagnies de promotion ont commencé à prendre ça en charge de plus en plus. Exact. Donc, soit donner des allocations, soit payer des physios, soit payer pour les sparring partners, soit ci, soit ça. Mais le gérant, lui, n'a jamais changé sa recette tant que ça. Alors, de nos jours, pour moi, comme tu dis, un gérant, c'est pas bon, mais de nos jours, je trouve que le mot gérant n'est pas juste. Ça devrait être un conseiller en boxe. Ça devrait être ce que tu peux faire, tu sais, mettons un jeune athlète qui commence, ce que je lui recommanderais, par contre, c'est avant de signer un contrat avec un promoteur, c'est d'engager. T'engages un avocat ou un notaire ou quelqu'un qui va pouvoir vraiment lire ton contrat puis s'assurer que ce que tu signes, tu te fais pas crosser. Exact. Parce que, mais ça, est-ce que ça vaut entre 10 et 25% de chacune de tes bourses pour toute ta carrière? Aucunement. Là. C'est un frais fixe, un 2000$ que tu payes une fois pour s'assurer que tu t'engages avec quelqu'un de legit, quelqu'un qui va veiller à ton bien, puis que ton avenir est protégé avec ce que tu signes. Ça, c'est clair que tu n'as pas nécessairement les connaissances. Faire regarder ça par ton père ou un de tes oncles, c'est peut-être pas la bonne chose. Engage un professionnel pour t'assurer que ce que tu signes, c'est bon, mais tu n'as pas besoin d'un gérant. Là, parce que je t'explique comment ça fonctionne. Nous, nos athlètes, comme tu l'as dit, ils ont un montant à tous les mois pour subvenir à leurs besoins. Ils sont encadrés au niveau du physio, tout ça. Puis, tant aussi longtemps qu'ils sont dans leur carrière, tant aussi longtemps qu'ils sont dans leur début de carrière, plutôt qu'ils commencent, à toutes les fois qu'ils boxent, ils font 100% de leur bourse, plus ils ont un montant
à tous les mois D'allocation. d'allocation. L'objectif. Donc, ça, pour un promoteur, là, tu sais, C'est son investissement. c'est un investissement. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour amener un gars qui a jamais boxé, qui est 0-0, jusqu'à l'amener à 20-0, avec classé par les organisations, pour avoir éventuellement un combat de championnat du monde. C'est des centaines de milliers de dollars. Là. Il y a les bourses, les allocations, éventuellement les billets d'avion pour faire pour les adversaires, la bourse de l'adversaire. Ça coûte très, 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 très cher. Puis éventuellement, quand on arrive dans les gros combats où ça commence à être vraiment payant, c'est pour l'athlète, ben là, de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est un partage des revenus. L'athlète fait les 2 tiers, le promoteur fait 1 tiers. Fait que notre job à nous, c'est de s'assurer que l'athlète est le mieux payé possible. On fait 2 tiers, il fait 1 tiers. Fait que, tu sais, ça sert à quoi dans. L'athlète fait 2 tiers, nous, on fait 1 tiers. Ça nous sert à quoi? Ça sert à quoi d'engager un gérant qui va te prendre entre 10 et 25% de ta bourse pour qu'il aille se battre? Parce qu'en gros, là, la raison pourquoi tu as un gérant, c'est pour qu'il se batte exactement, pour qu'il se batte pour toi, pour maximiser tes bourses. Mais on va déjà faire ça. C'est un partage des revenus. Fait que pour nous, on va essayer d'aller chercher la plus grosse bourse possible parce que c'est plus payant pour nous aussi. Là. Fait que pourquoi tu irais donner après ça? Si tu as un gérant qui nous pousse dans les fesses pour qu'on aille chercher plus, on peut pas, il n'y a aucun poids. Là. C'est nous qui est assis à la table avec l'autre promoteur adverse. On va tout faire pour aller chercher le plus possible parce que notre revenu est directement lié à ça aussi. Fait que pourquoi un athlète paierait, puis pourquoi un gérant même voudrait s'imposer? C'est que moi, honnêtement, je trouve j'en ai jamais eu toute ma carrière. J'ai jamais compris pourquoi le monde en avait. Puis encore moins aujourd'hui parce que de la manière que les contrats sont faits, c'est complètement ridicule. Mais, je me répète, c'est pas tous les promoteurs qui marchent comme ça. Donc, c'est important quand même de faire regarder ton contrat par un professionnel. Même avant de le faire regarder par un professionnel, il y a plusieurs choses que toi, en tant que boxeur, tu regardais lorsqu'on te proposait un contrat. Tu regardes la durée, l'exclusivité, tu regardes est-ce que c'est quoi mon plan de carrière? Tu sais, mettons la première année, deuxième année, troisième année. Ben, c'est encore une fois, quand je dis les chiffres, c'est que je parle pas juste les bourses, c'est le nombre de temps, le nombre de combats, le nombre d'argent. C'est toujours. Tu regardes ça, puis si les chiffres font du sens, ben t'es bien parti. Là. Mais en même temps, c'est quoi faire du sens? Parce que regarde bien, je vais te donner un exemple. Okay? Ouais. Ben, faire du sens, c'est propre à chacun. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, moi, là, je suis un jeune prospect. Ouais. Je veux boxer souvent. Puis je veux boxer souvent. Ouais. Mais moi, mes premiers combats, c'est tous des 4 rondes. Oui. OK? Puis là, je dois en faire, mettons, 4 de 4 rondes. Après ça, je vais faire 3 de 6 rondes. Après ça, 3, 4 de 8 rondes, tu sais. Mais donc là, moi, ça me prend un minimum par ronde. Oui. Puis moi, je vais vouloir négocier un minimum annuel aussi parce que dans ma première année, là, je vais peut-être faire 6 combats, mettons. Oui. Mais 6 combats, là-dedans, il y en a 4 que c'est des 4 rondes. Oui. Il y en a 2 que c'est des 6 rondes. Oui. Ça vaut bien moins que si je fais 3 combats de 10 rondes dans une année. Mais est-ce que tu peux pas commencer et déjà te battre en championnat du monde? Non, mais en même temps, si je vais être capable de survivre... Oui, mais c'est pour ça aussi que tu as un salaire à tous les mois. Mais ça, c'est juste... Il y a combien de compagnies qui offrent ça, des salaires mensuels? Oui, non, tu as raison. Sauf qu'en même temps aussi, c'est la même chose dans le monde du hockey. Dans le sens que il y a tellement de joueurs de hockey qui jouent, mettons, qui jouent dans les ligues semi-pro, dans les ligues nord-américaines, puis qui font pas l'argent de la Ligue nationale. Mais ce que je dis, moi, c'est qu'en tant que boxeur, oui. tu dois négocier un minimum annuel nonobstant de combien de combats tu vas avoir. Puis après ça, tu dois demander un certain nombre de combats. Tout ça, habituellement, c'est des normes dans les contrats, effectivement. Mais encore une fois, ce que tu dis, en tant que boxeur, je vais demander. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Mais tes demandes sont directement liées avec tes résultats. Puis ça, c'est... Qu'est-ce que tu as fait en boxe amateur? Parce que là, on part de zéro. Là. Un gars qui n'a jamais boxé chez les professionnels, ben, il faut sur quoi on se fie? On se fie sur le passé. C'est l'avenir. Le passé est garant de l'avenir. Fait qu'on commence par regarder qu'est-ce qu'il a fait. Un gars qui n'a rien fait, t'as beau me dire hey, je suis super talentueux, mais je veux ça. OK, mais moi, je dois quand même...
J'ai des quotas à répondre. 100%. Donc, mais mettons, là, comme moi, je disais, j'étais un prospect. OK, OK? ben non, Donc ben là, parfait. j'étais un prospect, puis mettons, Là, j'étais t'as aux eu- Olympiques OK, ou OK, quelque mais chose là... comme ça. Donc là, tu sais, il y a certains trucs Oui, qu'on peut demander. oui, OK? ben oui, c'est clair. Où il faut faire attention, je pense aussi, c'est aux extensions de contrat. Ça, les gens, souvent, ils ne les regardent pas vraiment. Alors, souvent, tu arrives, tu as un contrat de 3 ans, mais après ton contrat de 3 ans, il y a des extensions. Donc, si le boxeur, il se bat pour une ceinture mineure, il y a une extension d'1 an. S'il atteint le top 10 mondial, il y a une autre extension d'1 an. S'il se bat en championnat mondial, il y a une extension d'1 an. Donc, ton contrat de Puis, 3 ans... mais ça, est-ce que ça, tu vois quelque chose de pas correct à ça? Ou, Ben, ça dépend. Mettons, ça pourrait ne pas être correct à certains égards. Donc, je te donne un exemple. Moi, Mais ce qui est important de mentionner, c'est que les 3 premières années d'un contrat d'un athlète, ouais, c'est 100% un investissement. oui, Le gars, souvent, il arrive d'un autre pays, son pouvoir d'attraction est à 0. mhm, Donc, ça veut dire qu'il génère aucun revenu pour le promoteur. Il vient boxer sur nos cartes. On investit dans lui, on investit. ouais. Après 3 ans, ça nous a coûté super cher, puis il a généré aucun revenu. Fait que c'est pour ça qu'on Là-dessus, tu as raison. Mais mettons, c'est pour ça qu'on met des clauses. Si on a fait notre job, puis on réussit à t'amener dans le top 10, ouais, ben donne-nous une année de plus. là-dessus, Si on a oui, fait notre job, puis là-dessus, tu as réussi à t'as avoir une 100% raison. ceinture, Mais donne-nous une année de plus. regarde bien. Je vais te donner un exemple qui est, mettons, Albert Ramirez. Oui. Quand vous l'avez signé, il y avait déjà plusieurs combats. Oui. Tu le signes, mais dans ton contrat de forme régulière, on va dire, puis là, je ne connais pas le contrat d'Albert, là, c'est vraiment comme fictif, Oui. mais lui, il est déjà rendu à un certain nombre de combats. Là, tu dis, OK, une ceinture, top 10, championnat du monde, ces 3 affaires-là, c'est 1 an de plus à chaque fois. Mais lui, dès son premier combat avec vous, c'est facile de mettre une ceinture en jeu parce qu'il y a déjà OK, mais plus. ça. Puis là, ben, Mais- là, ça lui donne tout de suite une année de plus. Après, mettons, là, lui, il pourrait se blesser, avoir ou n'importe quoi. Je sais pas, mais il pourrait avoir un désaccord dans le sens où lui, il veut boxer sur un gros combat, puis vous avez une vision différente. Ben, Ça c'est ça. s'entend Puis bien, c'est pour ça que je me répète, c'est super important de faire regarder le contrat par un professionnel. Mais moi, je pense que, tu sais, justement, si tu étais 15-0 puis tu n'as jamais été capable de boxer dans un combat, tu n'as jamais été capable de te faire classer, tu n'as jamais été capable de te battre pour une ceinture, tu n'as jamais eu le combat de championnat du monde, Si nous, on réussit à t'amener ça, c'est juste normal qu'on te demande. C'est dans le sens que si on fait pas notre job, le contrat après 3 ans se termine puis c'est fini. Je suis bien d'accord. Mais nous, il faut juste garder en tête que les premières années d'un contrat, c'est 100% de l'investissement de notre part. Fait que si on fait notre job, si on est capable de respecter ce qu'on te demande, ben on a besoin de... Nous, notre seule manière d'espérer, c'est pas sûr qu'on va en faire, là, mais si on espère faire de l'argent avec un gars, c'est plus il avance dans sa carrière, puis éventuellement, s'il se bat dans le les plan gros d'affaires d'Eye of combats. the Tiger. Oui. Mettons, Ben là, Eddie Hearn, Eddie Hearn, il arrive, puis... Je connais pas les contrats de la manière je comment comprends, ça mais fonctionne. Moi, je te parle pour nous. Là. Oui, pour Eye of the Tiger, mais il faut comprendre que Eye of the Tiger vont signer 20 boxeurs sur une certaine période, mais il reste 36 400... 36 400 boxeurs qui sont là. Il y en a peut-être, sur les 36 000, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, 12 000 qui vont signer des contrats de promotion avec des firmes de différentes envergures. Où c'est important de faire ses devoirs en tant que boxeur, c'est de regarder qu'est-ce que la compagnie va t'apporter, puis si elle est en même de faire ses devoirs, comme tu dis. Mais advenant le cas où elle ne fait pas ses devoirs, quelles sont tes portes de sortie? Puis, attention, ce qui est important, je disais que c'est super, le passé garant de l'avenir, c'est vrai pour un athlète. On regarde un peu son background, qu'est-ce qu'il a fait en boxe amateur ou qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière jusqu'à présent chez les professionnels avant de le signer. C'est la même chose pour un promoteur. Là. Si tu regardes un promoteur puis qu'il n'amène aucun gars en combat de championnat du monde, il n'est pas capable de... Il y a de la difficulté à faire classer son monde, les athlètes boxent pas. Moi, dans ma carrière, là, j'ai fait des changements de promoteur parce que justement, soit que je boxais pas, soit que j'étais inactif, soit que je sentais pas que ça avançait. Fait que c'est ce genre d'affaires-là, ben, il faut être capable
de cibler, puis Mais de- quelles étaient tes portes de sortie, justement, si tu avais un contrat avec eux, puis que, tu sais, ils t'avaient quand même amené à un Ouais, ouais. un certain Ben, niveau? quand le contrat est bien écrit, là, puis que si jamais, ben, c'est parce que tu es inactif, puis toi, tu n'as pas refusé de combat, puis que là, ton promoteur ne te donne pas de combat, ben, tu as le droit de. Je pense que, tu sais, on se fait vraiment un devoir de faire boxer nos gars sur une base régulière. On fait plusieurs shows à chaque année, justement, pour s'assurer que les gars soient actifs, les gars continuent de progresser. Je me répète, mais c'est un investissement énorme Ah ouais, c'est pour sûr. les amener en combat significatif. J'allais dire en combat de championnat du monde. C'est pas toujours des combats de championnat du monde parce que Arslan Beck contre Tyson Fury sur Netflix, c'était pas un combat de championnat du monde, ça reste un combat significatif dans lequel Ouais. il a pu générer une bourse intéressante. Exact, exact. Donc, si tu es un boxeur Ouais. et que tu veux éventuellement faire le saut chez les professionnels et que tu dois signer, que tu te fais offrir un contrat, première des choses, assure-toi de le lire comme il faut. 2, Choisis le bon promoteur. choisis le bon promoteur, regarde qu'est-ce qui a été fait avant, regarde qu'est-ce qui se fait présentement, regarde la vision aussi. Regarde qu'est-ce qui t'est proposé, c'est-à-dire les chiffres. On a parlé de nombre de combats par année. Est-ce qu'il y a des mensualités, pas de mensualités? Est-ce que tu as des minimums par ronde, des minimums par combat? Regarde aussi au niveau des extensions. Si jamais tu n'es pas certain de vouloir t'entendre sur du long terme avec un promoteur, essaye de regarder quels sont Le meilleur conseil, pour vrai, c'est la petite voix. Quand tu t'assois dans un meeting avec quelqu'un, puis que la chimie passe, la connexion, tu as l'impression que tout. S'il y a une petite voix qui te dit non, non, il y a quelque chose, c'est pas fait pour moi, il y a quelque chose. Écoute ça, c'est sûr que ça va mal finir. Là. OK. Donc, ça, c'est le conseil du pro, celui qui s'est déjà assis à plusieurs reprises avec des promoteurs pour regarder les contrats. Mais comme il l'a dit, le plus important aussi, c'est regarder avec un avocat. C'est un frais fixe. Vous le faites une fois. Après, c'est fini. Puis après ça, ben, il vous reste juste à Pas vous besoin de payer, pas concentrer. besoin de payer pour un gérant pendant des années pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Là? Maintenant, là, regarde bien. Il va nous rester 2 minutes. Là. Go. Je vais vous donner mon 10 cents sur les gérants. Là. Ah, vas-y. Moi, je suis un entraîneur de boxe. Oui. Je passe 6 jours par semaine Oui. avec les boxeurs. Je les vois tous les jours. Je les appelle. Je fais de la planification, de la gestion. Souvent même, il y a quasiment une job de babysitting qui est à faire Tu fais de la gérance. Là. parce que tu dois t'occuper d'un paquet de facteurs pour t'assurer que ton athlète a tout pour pouvoir performer comme il faut. Les gérants qui arrivent, puis qu'après ça, ils disent « Ouais, mais moi, je fais juste 10 là, tu sais, je prends le taux le plus bas. » Mais moi, je dis « Hey, toi, tu fais juste 10 mais moi, je fais 10 puis je travaille 6 jours par semaine. Je travaille plus que 40 heures par semaine pour mon athlète. Toi, tu vas mettre 10 heures, 15 heures. Mettons, par mois. mettons que tu mettais 20 heures là, pour toute la période. Là. Puis après ça, tu fais autant que moi. C'est là que j'ai un problème avec ça. Tu sais. Moi, je suis sur le terrain. Je vis les hauts, les bas. Je suis probablement le psychologue aussi à certains égards. Puis là, je parle de moi, mais il y a combien d'entraîneurs qui sont dans la même situation, tu sais? Mais moi, je me souviens que ça m'est arrivé de discuter avec des gérants, puis qui avaient des visions, puis qu'ils disaient « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. » Puis oui, mais je prends la plus petite part possible. Puis je suis comme « Ouais, mais c'est quoi ton investissement? » Tu sais, moi, je l'investis en temps. Le 10 je l'investis en temps. Je mets ma soeur, je mets ma santé. Man. Le matin, je me réveille, puis j'ai mal. Mon corps, il souffle, tu sais, parce que j'ai reçu des coups tous les jours de la semaine. Fait que, tu sais, quand il y a un gérant qui arrive et il dit « Ah, ben moi, je fais 20 » puis là, tu es à 20 l'entraîneur, il fait même pas ça. Puis même là, quand va venir le temps des gros combats où le gars va faire 10 millions, souvent, il va caper l'entraîneur en disant « Ouais, mais là, tu sais, je vais pas te donner 1 million, là, tu sais, je vais faire 500 000, là, mettons, tu sais. » Jamais le manager va diminuer ses frais, lui, parce que lui, il va dire « Ben là, tu as eu le 10 millions, c'est à cause de moi. » Mais le 10 millions, tu l'as eu parce que ton entraîneur, il a été avec toi jusqu'à temps que tu arrives à ce combat-là, puis que là, tu sois capable de faire ton 10 millions. Et c'est le promoteur qui va gérer, qui va t'offrir ton combat. De toute façon, fait que ça, le gérant, pour vrai, on est d'accord, les deux, ça sert absolument à rien. Petite histoire, OK? Daniel Jacobs, qui est un grand boxeur américain,
il était entraîné par André Rosier. André Rosier... Daniel Jacobs, il n'était pas entraîné par Ann Wolf? Non, ça, c'est Kirkland. Ah. Daniel Jacob, il s'est déjà battu contre Canelo, il s'est battu contre Derevchenko, il s'est battu contre plusieurs boxeurs. Mais quand il s'est battu... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'André Rosier, il s'en est occupé toute sa carrière. Depuis les amateurs jusqu'aux professionnels en championnat du monde. OK? À un moment donné, Daniel Jacob, il a eu le cancer. Ouais. On l'appelle The Miracle Man parce qu'il a survécu à un cancer. Je pense que c'est de la moelle épinière, je sais pas quoi. Là, il y a une grosse opération dans le dos et tout. Là, tu sais. C'est juste avant... Il a été diagnostiqué. Il avait perdu contre Pirog, right? Oui, exactement. Puis après ça, il... ouais. Mais là, André Rosier, il est resté avec lui tout le temps. À chaque jour, il allait à l'hôpital pour en prendre soin. OK. Il s'est occupé de sa famille aussi pendant que lui était à l'hôpital. Il l'a toujours entraîné. Puis quand il s'est battu contre Canelo, puis que là, André Rosier il aurait finalement dû recevoir le 10% tout de sa l'argent grosse... là, qui était là, je crois qu'il a reçu... Puis là, là-dessus, je veux pas dire de faux chiffres, là, mais je crois qu'il a reçu un chèque de comme 60 000 ou 70 000 $. Alors que toute sa vie, il a été là, puis c'est lui qui l'a amené du point A au point B. Puis que là, il y a probablement un gérant qui a fait plus d'argent, puis là-dessus, Daniel Jacob, il a juste dit, ben, regarde, ça, c'est comme, t'es plus payé que bien des gars, je t'ai jamais payé autant que ça, tu sais, comme, profite-en, t'es chanceux, tu sais. Alors, tout ça pour dire que mon dissent par rapport à ça, c'est que souvent, le travail des entraîneurs n'est pas nécessairement reconnu à la juste valeur. Les entraîneurs sont là du début à la fin, ou des fois, il va y avoir des changements d'entraîneur, mais ils sont là sur une base régulière à toutes les journées de ta vie. Et puis, à un certain moment donné, il faut aussi qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Tu sais. Ouais, mais là, on peut pas blâmer le gérant parce que l'entraîneur n'est pas reconnu à sa juste valeur. Là, je suis d'accord avec toi que l'entraîneur n'est pas reconnu à sa juste valeur, puis je suis d'accord avec toi que le gérant ne mérite pas non plus de alors, à sa ce moment-là, place. je pense qu'il va falloir qu'on... Je vois pas le lien nécessairement. Là. Ben moi, le lien, c'est que le boxeur, c'est lui qui reçoit les coups sur la tête. Ouais. Si moi, j'arrive et je veux 30 %, ben, à la fin de ta carrière, là, mais le rendu là, c'est à l'athlète de dire non. Je comprends, mais il faut que l'entraîneur aussi soit conscient de ce que l'athlète il laisse. Là, c'est l'athlète qui fait les sacrifices, c'est lui qui est là. On pourrait augmenter le pourcentage, c'est sûr. Mais moi, j'ai de la difficulté avec du monde qui arrive de l'extérieur, qui demande des gros pourcentages alors qu'ils ne sont pas là. Puis qu'ils ne prennent pas en considération que l'athlète... souvent, c'est des gars qui parlent bien, c'est des vendeurs de chars usagés. Ouais. Bon, parlant de vendeurs de chars usagés, on va aller mettre de l'argent dans notre parking. Let's go. Anton, c'était tout le temps qu'on avait cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour les semaines à venir, on va prendre une mini-pause. On va vous refaire signe là, en temps et lieu. Il y a un petit peu de changement qui se produit. C'est positif, mais on vous tient au courant. Alors, si jamais vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, partager, écrivez des commentaires parce qu'on vous lit. Et puis pour nous, ça fait une belle différence. Alors sur ce, on va se dire à une très prochaine fois. Au revoir.